content de vous voir nombreux. Très heureux de faire cette masterclass avec Yoshi Kurosawa. Je remercie vivement le festival de Deauville. À titre personnel, d'abord, parce que je suis une petite parenthèse, mais qui me tient à cœur. Personnellement, j'ai rencontré les films de Yoshi Kurosawa en 99, au moment où on les découvrait vraiment en France. Au moment où il y avait une filmographie très conséquente. Et à l'époque, j'avais eu la chance, grâce à une rétrospective à Paris, de voir tous les films d'un coup en quelques jours, à raison de plusieurs séances par jour. Et j'ai eu le sentiment assez rare, je pense, dans la vie d'un cinéphile, d'avoir un vrai choc, à tous les sens du terme, et d'avoir une sorte de coup de foudre pour une œuvre dont on a l'impression, l'intuition immédiate que elle nous parle, qu'elle a été faite un peu presque pour nous, à notre attention, que les films vraiment nous regardent, pour prendre une vieille et belle expression. Et depuis 99, où j'ai eu la chance de faire un entretien déjà avec Yoshi Kurosawa, pour moi, voilà, j'ai eu le sentiment que c'était mon cinéaste élu. Et j'ai eu la chance à chaque fois de faire des entretiens quand il revenait à Paris pour présenter ses films. Et depuis, l'intérêt, la passion que j'ai pour ces films, c'est jamais estompé. Et je suis content d'essayer de la faire partager avec vous, même si pour certains d'entre vous, vous découvrez peut-être ces films. Et j'espère, à la faveur de cette masterclass qui va être constituée de quelques questions posées à Yoshi Kurosawa et aussi des extraits de films, qui vous permettra, je l'espère en tout cas, de partager l'enthousiasme qui est le mien pour cette œuvre qui, de manière plus générale, quand je disais que ça avait été un choc, c'est une œuvre pour moi essentielle aujourd'hui parce que c'est un des derniers grands cinémas du choc. Et le choc, l'aspect choquant de son cinéma est pour moi très, très, très important et pas forcément facile à faire passer justement à des gens qui découvrent. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec au maximum des extraits et puis des commentaires de Yoshi Kurosawa. L'idée de la masterclass, c'est pas de faire un parcours de l'œuvre au sens où on alignerait les films les uns après les autres en les faisant commenter par Yoshi Kurosawa, mais plutôt d'aborder certains aspects thématiques et puis esthétiques de son cinéma. Donc je vais pas durant une heure et demie, je vais pas faire un déroulé de son œuvre, mais avant quand même peut-être vous rappeler quelques éléments importants pour comprendre d'où vient Yoshi Kurosawa, ce qu'il a fait dans cette œuvre qui est très longue, qui est très vaste, hein, c'est plus de... Je dis peut-être une bêtise, mais c'est au moins 20-25 longs métrages, ce qui est monumental. Une œuvre qui a commencé à la fin des années 70 par le cinéma Super 8, comme beaucoup de cinéastes de la génération de Yoshi Kurosawa, qui sont venus au cinéma par le cinéma Super 8. Et puis ensuite, au tout début des années 80, le cinéma très commercial, mais le cinéma est un art qui a cette chance que son versant le plus commercial puisse être au moins aussi intéressant que son versant le plus revendiqué comme artistique. Il a commencé avec des films de genre, hein, ce qu'on appelait Pinku-eiga en japonais, c'est des films érotiques soft, hein, qui sont très très singuliers. Alors si certains d'entre vous ont la chance d'aller voir à la Cinémathèque la rétrospective qui commence la semaine prochaine, vous pourrez voir ces films-là qui sont extrêmement étonnants. Et puis pendant les années 80, Yoshi Kurosawa est passé par le système des studios aussi, au moins le temps d'un film, avec un film au budget assez conséquent. Mais sinon, l'essentiel de son œuvre a été réalisé dans cette marge à la fois infernale et sublime qui est celle de la série B, avec des films tournés parfois, écrits, tournés, montés en 3 semaines, un mois, ce qui est surréaliste évidemment. Nous en France, on a souvent des films dont l'écriture de scénario dure déjà 3 ou 4 ans. Là, c'est des films écrits, tournés, montés en 3 semaines, 3 ou 4 semaines, et qui sont des films remarquables. Et puis, cette carrière, en fait, elle a été cantonnée au Japon pendant très longtemps, dans les circuits un peu parallèles au cinéma, comme parfois le circuit vidéo. Certains films étaient faits pour le marché de la vidéo. Et puis, en fait, c'est seulement à toute fin des années 90, en 97 et 99, qu'on a commencé à découvrir ce cinéma en Occident, et en France notamment, à un moment où le cinéma japonais en fait connaissait un renouveau à la faveur de différents cinéastes de la génération de Kurosawa, dont on commençait à parler beaucoup en festival notamment, mais aussi en salle, des gens qui sont proches de Kurosawa comme Shinji Aoyama, Nobuhiro Suwa, des grands cinéastes japonais comme ça qui tout à coup après une décennie, les années 80 où on voyait pas beaucoup de films japonais, après la fin du grand système des studios japonais, il y a eu voilà, une sorte de renouveau, mais dont n'a pas profité dans un premier temps Kurosawa, qui lui a été reconnu encore plus tard, en 97-99, surtout avec la sortie de films magnifiques qui sont Cure et Charisma, et puis la présentation de Charisma à Cannes, qui a relancé une sorte de deuxième phase de sa carrière. Donc la réception de Kurosawa, elle a été faite vraiment en 2 temps,
Et puis dans les années 2000, les films ont commencé à sortir régulièrement. Certains ne sont même pas sortis en salle. Donc souvent, ils ont une sortie confidentielle, et pour certains, une sortie à retardement. Mais il y a eu Jellyfish en compétition à Cannes, il y a eu Tokyo Sonata, évidemment, il y a quelques années, qui a eu le Grand Prix Un certain regard à Cannes. Donc il y a eu comme ça une reconnaissance au niveau des festivals. Et aujourd'hui, je pense que dans la cinéphilie contemporaine, c'est vraiment un cinéaste majeur. Et aussi au Japon, où quand vous parlez avec des jeunes cinéastes japonais et que vous leur demandez mais qui vous intéresse aujourd'hui, la réponse est unanime, sans faute, c'est Kiyoshi Kurosawa qui est vraiment le cinéaste qui inspire le plus les cinéastes jeunes cinéastes japonais qui ne font pas forcément d'ailleurs le même genre de film, mais qui sont inspirés par sa trajectoire, par son œuvre, par son style et puis cette exigence artistique qu'il a eue dans toutes les circonstances et qui fait de son cinéma une œuvre aussi singulière. Pour finir cette introduction, avant de passer la parole à Kiyoshi Kurosawa et puis de commencer à regarder les extraits, je voulais vous dire ce qui me touche moi, dans le cinéma de Kurosawa, et j'espère pouvoir en faire la démonstration en images. C'est encore une fois cette histoire de choc. Alors ça peut paraître étrange de parler de ça pour parler de film, mais le choc c'est quelque chose de très important, mais qu'il faut prendre dans sa dimension la plus physique, la plus brutale, la plus violente, parce que les films eux-mêmes parlent souvent de choc traumatique. C'est des films qui mettent souvent en scène des personnages qui subissent des chocs traumatiques. Vous verrez en voyant ces films des personnages de comateux, des personnages qui sont traumatisés, des personnages qui subissent une forme de violence très très choquante. Et puis aussi, et peut-être surtout, esthétiquement, c'est des films qui sont choquants, parce qu'ils sont parsemés d'idées aberrantes, d'idées dérangeantes, d'idées qui nous mettent mal à l'aise et qui bousculent aussi notre manière de voir le monde et notre relation, lorsqu'elle est plus rationnelle avec ce qui nous entoure, avec le monde. En permanence, son cinéma bouscule tout ça. Et il bouscule dans la figuration humaine, par exemple, comme on présente un humain à l'image, c'est quelque chose qui va être bousculé en permanence et violenté par les films de Kurosawa. Mais aussi comment on voit le monde et comment on sent l'univers entier, le cosmos. Il y a vraiment quelque chose de très cosmique dans les films de Kiyoshi Kurosawa. Vous verrez souvent, par exemple, la présence très forte des éléments, notamment dans un film qui s'appelle Loft, qui est un film où le vent souffle d'une manière très monumentale comme ça, et on sent que le monde vibre à travers ça. Ou par exemple, pour ceux qui ont la chance de le voir ici, Tokyo Sonata, le tout premier plan du film, avec la pluie qui tombe par la fenêtre et une femme qui va fermer la fenêtre parce qu'il pleut dehors. Bah, ce plan-là, s'il est fait par Kiyoshi Kurosawa, tout à coup on a l'impression que c'est l'univers entier qui est là. Et cette présence-là, elle est choquante, parce qu'on a un sentiment, d'ailleurs ça en fera un sujet d'un de ses films, d'un débordement de l'être, un débordement du monde, de quelque chose qui peut nous ravager. Et ce qui est très très fort, c'est qu'à la fois, à l'intérieur des films, les personnages sont souvent ravagés par ça, mais nous, spectateurs, on peut être ravagés, et cette expérience-là est, me semble-t-il, unique, et c'est ce qui fait de cette œuvre une œuvre capitale et pour moi décisive vraiment dans le cinéma de la fin du XXe siècle, début XXe. Voilà. Après cette introduction, je voudrais poser peut-être une question un peu sur la carrière de Kurosawa. Je vais poser une question là-dessus, puis après on lancera le déroulé des extraits. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, la réception de ces films s'est faite vraiment en deux temps. C'est-à-dire qu'on ne connaissait pas du tout son œuvre jusqu'à la fin des années 90. Ensuite, on a découvert tout d'un coup tout ce qui avait été fait jusque-là. Et puis ensuite, on a suivi le fil de son travail. Et je sais que lui, de son côté, il a aussi une longue période d'incertitude, où il a fait beaucoup de films, peut-être sans être certain de ce qu'il voulait faire. Une période où il était lui-même dans un processus, il en a souvent parlé de manière très, très intéressante, d'imitation de sa cinéphilie personnelle, qui est passée par la série B, par un certain cinéma américain qui se trouve un peu à la jonction entre la fin du cinéma de studio américain et le début du Nouvel Hollywood, avec des gens comme Richard Fleischer, par exemple, qu'il aime beaucoup, et puis des gens comme ça pour lesquels il a des passions, comme Tobe Hooper, ou comme Spielberg, le Spielberg plus récent, des années 2000. Donc il a été longtemps, et aussi dans une grande admiration aussi pour Godard. Quand vous verrez les films érotiques qu'il a fait, vous verrez que c'est des films hantés par le cinéma de Godard. C'est ce qui fait leur force, hein, ce qui fait leur singularité, c'est des films géniaux, il faut les voir. Et je sais que lui aussi, il a eu comme ça deux phases dans sa carrière. C'est-à-dire une phase où il était aux prises avec des influences, et un moment où il a trouvé son style.
Et comme ça fait plus de 20 ans qu'il fait des films, je voudrais poser une question sur son regard rétrospectif sur tout ça, et aussi sur quand il a commencé, il s'est longtemps cherché, et est-ce que maintenant, quand il regarde là où il est arrivé, et quand on voit Tokyo Sonata, qui est un film sublime, vraiment un film immense, on a le sentiment de quelqu'un qui est arrivé quelque part, très haut en l'occurrence. Est-ce que là où il est arrivé, ça correspond à là où il s'imaginait arriver un jour? はい、僕のことを、僕の映画のことを多分僕以上に詳しく知っているジャン・フィリップが僕も驚くほどような褒め言葉で僕のキャリアを語ってくれて、本当に半分は恥ずかしく、半分はとても嬉しく思っております。Je suis très flattée que Jean-Philippe Tessé, qui connaît mon cinéma sans doute mieux que moi-même alors que je le fais, parle de moi et de mon travail en ces termes si élogieux. Je suis à la fois un petit peu émue et en même temps très reconnaissant. そうですね、自分の映画を作ってきたこれまでの経験を語り出すとずいぶん長くなるので、あんまりそれを振り返って細かく分析したこともないので、ちゃんとした言葉になるかどうか分かりませんけども、簡単に言うと本当に最初の頃は自分が好きな映画をそのまま真似をして、作るということからスタートしました。でその時に、一番最も多く真似たのはやはりジャン・リュック・ゴダールだと思います。そこまで訳して。C'est assez difficile de porter un regard un tant soit peu objectif sur son propre travail et à la fois difficile d'avoir un regard rétrospectif sur tant d'années de travail. Donc je ne vais pas forcément m'attarder, je ne vais pas faire une analyse de tout mon parcours et de mon évolution. En revanche, je peux dire qu'au départ, quand j'ai commencé à travailler, j'étais effectivement très influencée par les cinématographies et les réalisateurs évoqués tout à l'heure. Et j'avais envie de les imiter, c'est-à-dire j'avais envie de me rapprocher le plus possible de leur travail. どうしてジャン・リュック・ゴダールを見てこれほど強い影響を受けたのか、自分でもはっきりは分かりません。彼の映画、内容は非常に難しいし、いろんな彼もいろんな映画が作っていますが、一回見ただけではなかなか理解できないようなものもたくさんあります。ただもうこれは感覚的なものですね。今でも思いますが、ジャン・リュック・ゴダールのやっぱりすごいところは物語とかテーマとか以上にもう画面と音で映っている人間、全てが、衝撃的にかつ官能的にこれですね、もう心に響いてくるんですね。こういう映画を撮りたいと、もう見ているそばから直感的に思ってしまう、そういう映画だったということです。Un des réalisateurs qui m'a le plus inspiré, c'est Jean-Luc Godard, dont j'ai vu énormément de films. Pourtant, au départ, et même encore, je trouve que ses films sont complexes. Il aborde énormément de thèmes dans des formes assez diverses. Et pourtant, j'ai été immédiatement et instinctivement attirée par son cinéma, notamment par son traitement de l'image et du son, au-delà de la narration et des histoires racontées dans les films, la façon dont il utilise le son, le cadre et puis les personnages qui sont filmés, la façon dont ces personnages évoluent m'ont touchée de façon très à la fois sensorielle et en même temps émotionnelle. Et j'ai eu envie de tourner comme lui l'a fait. 今でも知らず知らずのうちに特に編集ですね、あるカットから次のカットに非常に乱暴にしかし大胆に、つながっているのか飛んでいるのかわからないギリギリのところで次のカットに、衝撃的に移っていく。
その感じっていうのは今でも自分の映画でそういう編集を目指してるんですが、その元になったのはゴダールです。同じように音楽がすごく唐突にあるとこから急に音楽が出てきて、予想もしないところで唐突に音楽が終わる。その音楽の暴力的な入れ方というのも今知らないうちに自然に僕は自分の映画でそういうことをやろうとしてるんですけど、もともとはジャン・リュック・ゴダールから来ているんだなと思います。Et il y a notamment deux domaines dans lesquels je suis très influencée et très inspirée par lui. C'est au niveau du montage. Godard a un montage qui est très osé, parfois un peu brutal. Il passe d'un plan à un autre. On ne sait pas bien si les deux plans sont liés ou pas. J'essaye de travailler comme ça encore. L'art de la transition chez Godard est quelque chose de très important. Et puis il y a l'utilisation du son, de la musique. Dans les films de Godard, la musique part à des endroits totalement inopinés. On ne sait pas bien pourquoi, de façon assez violente, et puis elle s'arrête aussi brutalement. Et je me rends compte que dans mes films, j'ai aussi cette utilisation-là du son qui me vient directement de lui. ただゴダールの真似をしていて喜んでいたのは本当に若い頃で、幸い商業映画のデビューはできたのですが、ジャン・フィリップが言うように2本ポルノ映画を撮った時に、この映画は商業映画ではないと言われて、非常に挫折いたしました。でそこから僕は自分のやり方を少し変えました。どう変えたかというと、これも非常に分かりやすく、アメリカ映画のように撮る。もちろんもともとジャン・リュック・ゴダールの映画を見ていただけではなくて、アメリカ映画が大好きで、たくさん見ていましたから、一度ゴダールは封印して、アメリカ映画のように撮ればそれは商業的な映画になるんではないかと思って、アメリカ映画の真似をした時期がありました。しかしこれも挫折するんですけど。Néanmoins, imiter Godard, ça ne pouvait pas durer indéfiniment. Comme le disait Jean-Philippe tout à l'heure, j'ai tourné 2 films, disons, érotiques ou pornographiques avec un studio qui s'appelle la Nikkatsu, qui a failli refuser mon second film parce qu'il trouvait que ça ne correspondait pas du tout aux critères, au cahier des charges. Et du coup, il a fallu que je me remette en question, que je redéfinisse un peu mon style. Et là, je me suis dit que mon autre pôle d'influence, c'était le cinéma américain. Du coup, je me suis dit peut-être que si je filme comme les Américains, ou si j'essaye du moins, commercialement, ça marchera mieux. Et du coup, bon, ça n'a pas duré non plus, la tentative a été vouée à l'échec aussi, mais je me suis engagée plus dans cette voie-là, en laissant un peu Godard de côté. その後、1990年代の中頃ですけども、偶然にも、非常に低予算の V シネマの、ヤクザ映画というジャンルに巡り合いまして、なんとか今日まで、ジャン・リュック・ゴダールとは少し違う、アメリカ映画ともまた少し違う、それらの影響は明らかに受けながら、自分はこれは一つの日本映画を撮っているんだなというところにやっと自覚してきている。それが今日まで続いている。このままずっとこれも続けていいのかどうか。日本映画というのも今実は商業的には非常に危機的な状況にあります。質も必ずしも優れているとは言えないかもしれません。そういう時代に日本映画であり続けることが果たして今後幸せなのかどうかという疑問は今すごく持っていますが、今はようやく日本映画というものを自分が発見して、そこに自分のポジションを見出している、そういうことを続けていると。